Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec l'historien Roger Blanchette. Natif d'Asbestos, Roger Blanchette étudie en histoire à l'Université de Sherbrooke. C'est en 1988 qu'il vient s'installer en Outaouais pour y enseigner l'histoire dans le seul cégep en développement du Québec. En 1998, il a commencé à animer des émissions sur les ondes de Vox Outaouais. En 2009, il publie L'Outaouais, Histoire en bref. Roger Blanchette, d'abord, merci d'accepter de venir nous rencontrer. Bienvenue dans l'est de la ville. On sait que vous êtes complètement à l'ouest, dans le secteur Elmer. Oui, je suis à l'autre extrême. Donc, bienvenue chez nous. On le disait tantôt dans la mini-biographie, vous êtes natif d'Asbestos, qui est bien sûr une ville minière, donc papa était mineur. Oui, parce qu'Asbestos, c'était la seule occupation. Puis Asbestos aussi, c'est non seulement c'est une ville minière, mais c'est une ville qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du Québec, la grève d'Asbestos en 1949. Puis même enfant, je suis né après la grève, bien sûr, là, mais ça faisait partie de notre vie de tous les jours. Je me souviens, par exemple, quand j'ai commencé à aller à l'école, ma mère, la première chose que ma mère m'a dit, tu vas à l'école, elle dit, bon, là, elle me donne 2, 3 noms de famille, Poisson, etc. Elle dit, bon, eux autres, là, ces enfants-là, tu leur parles pas, puis tu joues pas avec. Parce que leur père, c'est un scab. Tu sais, leur père avait... Tu sais, moi, un scab à 5 ans, je n'avais aucune idée. C'est difficile de comprendre, effectivement. C'est ça, mais c'est pour montrer que ça a vraiment imprégné l'histoire de la ville, c'est ça. Donc, chez les petits Blanchettes, on était 7 enfants, vous êtes le troisième. C'est ça. Et j'ai presque envie de dire que vous formiez un clan parce que les enfants, vous étiez tous près les uns des autres. Oui, puis c'était... on n'était pas riches aussi. Par exemple, les enfants couchaient tous dans la même chambre. Pratiquement jusqu'à l'adolescence, là. On couchait tous dans la même chambre. Puis c'était comme chacun avait une responsabilité. Puis c'est drôle parce que ça restait même à l'âge adulte. Par exemple, moi, j'étais responsable de mon frère plus jeune, Léo. Mon autre frère, Ronald, était responsable d'André, mon autre frère qui est petit. Donc, chacun des plus vieux devait s'occuper d'un plus jeune. On était formés comme par paire, si on veut. Là. C'est ça, c'était assez spécial. Ouais. Donc, 7 enfants à la maison. Votre mère qui travaillait pas, donc qui n'avait pas d'emploi à l'extérieur. Non, jamais. À 7 enfants, là, elle avait... Et quel genre de valeurs on a transmis dans la famille chez vous? Et voilà, mon doux. Le respect, oui. Même si on n'utilisait pas de mots, je te dirais la solidarité aussi. Se supporter entre nous, pas juste la famille étroite, là, mais de façon générale, ça c'est important. Le respect, la solidarité, oui. Parce que votre mère, oui, on parle de clan, on parle de votre mère qui règne sur tout ça, parce que votre père, vous ne le voyez pas nécessairement beaucoup à cette époque-là. Non, puis c'était, dans ce sens-là, c'était vraiment une famille typique du Québec de ces années-là, dans le sens que c'est la mère qui mène. Tu sais, je me souviens, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas de dépôt direct. Fait que chaque semaine, les mineurs étaient payés une enveloppe pleine d'argent. Il fallait qu'ils aillent la chercher à la banque. Puis c'est ma mère qui allait chercher à la paye. Je suis sûr que mon père ne savait même pas combien il gagnait. C'est ma mère qui allait chercher à la paye à la banque. Puis je vois encore mon père demander à ma mère, bon, tu me donneras-tu 2 piastres pour aller me faire couper les cheveux? C'est elle qui gérait le portefeuille. Puis c'était comme ça dans toutes les familles en connaissance. Vous avez une anecdote qui est assez intéressante au moment de la mort de Maurice Duplessis. Et vous vous souvenez très bien là, du moment ou de l'endroit où vous l'avez appris. Oui, moi je me souviens de la journée de la mort de Maurice Duplessis. C'est assez spécial parce que j'ai pas besoin de dire qu'à Asbestos, Maurice Duplessis, c'était pas un homme très populaire après la grève d'Asbestos. Fait que c'est ça, moi j'ai commencé à l'école, c'est au mois de septembre 1959. Septembre 1959. Donc, Duplessis est mort en septembre 1959. Donc, j'étais en première année. Là, je commençais à l'école. Puis je me souviendrai toujours, ça m'a vraiment... J'ai jamais oublié cette image-là. Le directeur qui cogne à la porte de la classe, puis qui rentre, puis qui parle à l'institutrice, qui parle tout bas. Puis le directeur, moi, je me souviens avec mes yeux d'enfant, le directeur, il avait la face complètement défaite. Là, ça avait l'air de grade. Pour un enfant, tu regardes ça, tu avais l'impression qu'il y a un drame qui venait de se passer. Fait qu'il dit à l'institutrice que le premier ministre Duplessis venait de mourir. Puis là, tu avais le contraste entre la face du directeur qui avait l'air complètement écrasé et l'institutrice qui avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles.
Tant qu'elle a appris ça. Donc, pour vous, évidemment, vous avez 6 ans à ce moment-là. Même mais pas 5 ans. 5 ans. 5 ans. Donc, pour vous, c'est quand même quelque chose d'important qui vient d'arriver au Québec, sans, j'imagine, comprendre toute la portée de ce décès-là. Ah non, c'est ça, parce qu'on le voyait comme enfant, là, on le voyait à travers, bon, le Charles, le professeur, l'institutrice, mais même à la maison aussi, mon père, ma mère, les voisins, tout le monde, tu sentais que c'était, avec le recul, on sait que c'est un événement historique, là, mais on n'était pas conscient peut-être de ça, mais on voyait que c'était quelque chose de grave qui se passait, là, vraiment quelque chose de grave qui se passait. Vous avez étudié l'histoire, vous êtes allé à l'Université de Sherbrooke. Sherbrooke. Est-ce que c'était quelque chose, est-ce que c'était véhiculé comme important, les études, quand vous étiez jeune, au sein de du noyau familial? Ça, c'est spécial, parce que mon père, ma mère étaient à Toussaint pratique analphabètes, là, on s'entend, là. Bien, écoutez, c'était l'époque. C'était l'époque, c'est ça, c'est l'époque. Puis, mais les autres, ils nous ont toujours encouragés. Ils ne nous poussaient pas. Mais je me souviens, mon père avait une expression, puis ça, t'en parleras à n'importe quel de mes frères. On est 5 gars, là. Puis on se souvient tous de cette expression-là. Mon père, lui, il travaillait à la mine, bien sûr, puis il travaillait à l'extérieur, dans la mine. Puis pour lui, là, réussir dans la vie, là, ce qu'il nous disait, il ne voulait pas nous voir travailler à la mine. Il dit, je ne veux jamais vous faire travailler à la mine. Mais ce qu'il nous disait, c'est, arrangez-vous pour travailler en dedans. Parce que pour lui, réussir, ça voulait dire travailler en dedans. Dans un bureau. Dans un bureau. Voilà. Peu importe ce qu'on fait. Puis bien sûr, il nous poussait à l'école pour ça. Là, c'était ça. Là. Mais on travaille toute la gang en dedans maintenant. L'histoire, au moment où vous avez choisi d'étudier en histoire, pas nécessairement une matière qui était des plus populaires. Médecin, avocat ou tout ça, quand on va à l'université. Comment, ce choix-là s'est fait pour vous? Ça s'est fait tout bonnement, comme beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Moi, je ne suis pas le genre, une expression que je déteste, là, le plan de carrière. Je ne suis pas le genre plan de carrière. Hein. Je vois un peu à l'instinct, si on veut. Puis, bon, il faut dire qu'enfant, je lisais, peut-être même que ma mère voulait m'envoyer voir un psychiatre parce qu'elle trouvait que c'était pas normal, un enfant qui lisait comme ça. J'étais même barré à la bibliothèque municipale. Là. Il y avait une petite bibliothèque municipale, puis là, il ne voulait plus me prêter de livres parce que ça n'avait pas d'allure. J'allais changer tous les jours. Ça ne se fait pas, tu ne peux pas te lire. En tout cas, fait que je lisais beaucoup. Puis à travers ma lecture, bon, par exemple, mon Tintin, bon, tout ça, bon, je m'intéressais beaucoup à l'histoire. Tu découvres l'histoire indirectement. Puis j'ai fait mon secondaire. Quand je suis rentré au cégep, bon, je suis allé en sciences humaines. J'avais pas d'idée exactement ce que je voulais faire, mais l'histoire m'avait toujours intéressé. Peut-être parce que j'ai eu des profs intéressants, parce que c'est souvent ça qui fait la différence. Hein, c'est les profs qu'on rencontre. Donc, en tout cas, je m'intéressais beaucoup à l'histoire, mais en rentrant au cégep, j'avais pas d'objectif. À la fin de mon cégep, bon, il fallait que je fasse un choix de m'inscrire à l'université. Je me suis inscrit dans 3 disciplines différentes. Je me suis inscrit, bon, en philo, puis en histoire, parce que j'aimais ça. Puis je me suis inscrit en droit. Parce que le droit, c'est un peu la pression sociale, c'est bon. C'est ça. Le bon avocat de la famille. Le bon avocat, c'est ça, voilà. Exactement. J'ai été accepté dans les 3. J'ai été accepté en philo, en droit et en histoire. Puis là, il fallait que je choisisse. Puis là, je suis allé vraiment avec mon instinct. Ce qui m'intéressait le plus, c'est l'histoire. Fait que je suis allé en histoire sans me poser... Je ne savais même pas ce que je ferais avec ça. J'avais aucune idée, là, qu'est-ce que je pouvais faire avec un cours en histoire. Mais je me suis dit, on verra. Mais quand vous sortez justement de l'université avec votre diplôme en histoire, c'est quoi les choix qui s'offrent à vous, sinon que d'enseigner comme vous avez fait? Bien, j'ai commencé, moi, j'ai fait mon bac spécialisé, là. Puis, mais je n'ai même pas choisi d'enseigner. Parce qu'après mon bac, je m'en allais faire ma maîtrise. Toujours bon, en sachant pas ce que j'allais faire avec ça. Mais c'est pour dire que c'est arrivé purement par hasard. C'est que je faisais, bon, j'étudiais à Sherbrooke, puis là, j'allais faire une autre maîtrise à Trois-Rivières en études québécoises. Puis j'étais en train de mettre les boîtes dans un de mes chums qui avait un pick-up. On mettait les boîtes dans le pick-up pour déménager à Trois-Rivières. Puis le téléphone a sonné. J'ai répondu au téléphone, puis c'était un séminaire de Sherbrooke, un collège privé, là, collégial, qui m'appelait. Puis le gars il me dit, bon, ben écoute, on était à 2 jours de la rentrée, là, 2 jours de la rentrée scolaire. Le directeur, il m'appelle, puis il me demande, il dit, écoute, on a besoin d'un prof pour donner un cours. J'ai appelé au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, puis ils nous ont recommandé ton nom. Ça te tente-tu? Et là, je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit oui. Parce que, bon, j'avais besoin d'argent. Bon, puis moi, j'ai dit, voyagerai, Trois-Rivières, Sherbrooke. Mais là, après, j'ai raccroché le téléphone. J'ai dit, qu'est-ce que je viens de faire là? C'est un petit bout, hein, Trois-Rivières, Sherbrooke. C'est ça. Puis pas juste ça, c'est que, écoute, j'étais tellement gêné, j'étais pas capable de parler en public. Fait que là, je venais d'accepter de donner un cours, moi qui n'étais même pas capable de parler en public, tu sais. En plus du fait de voyager, Sherbrooke, pas Sherbrooke, mais Sherbrooke, Trois-Rivières, pas forcément. Mais là, j'avais accepté, bon, je dis, on va le faire. Puis je me souviens, le premier cours que j'ai donné, j'avais préparé 3 heures de cours. Puis j'étais tellement nerveux qu'au bout d'1 heure et demie, j'avais plus rien à dire. Parce que j'avais défilé ça, là, puis les genoux me cognaient ensemble, ça n'avait pas de bon sens. Mais j'ai des étudiants qui étaient un groupe de première année de cégep, là, fait que je leur ai dit, j'ai jamais enseigné de ma vie, puis bon.
ils ont été tellement corrects avec moi, là. J'étais chanceux. Parce que, dans le fond, c'est ça qui a déterminé le reste de ma carrière, parce qu'ils ont été vraiment corrects avec moi, ils ont été compréhensifs, puis ils m'ont donné une chance, puis au bout de quelques semaines, bon, j'ai pris confiance en moi. Puis aujourd'hui, je ne vois pas ce que j'aurais fait, je ne me vois pas faire autre chose dans la vie, là. Mais c'est dire, c'est par pur hasard, finalement, que je me Parce que vous enseignez depuis, écoutez, je ne vais pas faire le calcul, je n'ai pas fait le calcul, mais plus de 25 ans où vous enseignez, où vous êtes devant des étudiants toujours de niveau collégial. En fait, depuis 35 ans. Hein, 35 ans. J'ai commencé à enseigner là, en 78, c'est ça. Et en 1988, si je ne m'abuse, dans la région ici. Région de l'Outaouais, parce que c'est le seul cégep qui était en expansion à ce moment-là. Oui, parce que moi, je suis juste mauvais timing. Hein? Ceux qui ont commencé à enseigner juste avant moi, ils ont eu des permanences tout de suite. Ceux qui ont commencé, puis commencent maintenant, ça va très vite. Donc, des jeunes collègues, là, ça va très, très vite, sont engagés. Mais moi, j'arrivais juste au bon moment, au moment où les portes se sont fermées. Ouais. Il n'y avait plus d'ouverture. Fait que tout ce que j'avais, là, c'était des petits contrats ici et là, d'une session à l'autre, je ne savais pas si je savais de quoi. Puis là, bon, entre-temps aussi, je m'étais retrouvé monoparental avec 3 enfants. Je ne pouvais pas me permettre de déménager à tout bout de champ, l'école pour les enfants, tout ça. Puis effectivement, en 1988, j'étais à Sherbrooke à ce moment-là. Puis j'ai vu qu'ici au cégep, à Gatineau, il ouvrait un nouveau campus Félix-Leclerc, à Gatineau. Tous les autres cégeps s'étaient fermés. C'est le seul cégep en expansion, c'était le cégep de Gatineau. Fait que j'ai dit, bon, ben, j'ai appliqué. Et vous arrivez dans la région, vous n'êtes pas seul parce que vous avez déjà à ce moment-là 2 de vos frères qui habitent ici. Déjà ici, oui. Est-ce que vous la connaissiez déjà, la région? Aviez-vous déjà visité l'Outaouais? Ben, j'étais venu une couple de fois. J'étais venu, tu vois, ça c'est en 80, mais j'étais venu travailler dans la région déjà en 81, une session. OK. Une session parce que j'avais étudié, fait une maîtrise en études internationales, en développement international à l'Université d'Ottawa. OK? Fait que j'avais passé une session là, ici, dans l'Outaouais. Puis j'étais retourné à Sherbrooke par la suite. D'ailleurs, il y a un de mes enfants qui est né ici, en Outaouais. Là. Mais j'étais revenu. Fait que oui, je connaissais quand même un peu la région. Est-ce que c'est une région que vous avez appréciée ou aimée dès la première fois que vous avez visité? Parce qu'on a l'impression, quand on est à l'extérieur de la région, donc à l'extérieur ailleurs au Québec, qu'on connaît à peu près pas la région de l'Outaouais. Bien, c'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Premièrement, moi, avant de venir ici, j'avais aucune idée. J'avais vraiment aucune idée. Je connaissais rien de la région. Puis même quand j'étais venu en 81, je ne peux pas dire que je connaissais la région. Écoutez, je vivais à Hull, puis j'étudiais à l'Université d'Ottawa. Je connaissais à peu près mon circuit d'autobus. C'était à peu près tout ce que je connaissais. Non, je ne connaissais pas la région. Puis je me souviens pendant très longtemps, quand je sortais de la région, quand j'allais même, je retournais à Sherbrooke ou à Québec ou ailleurs, puis que je disais que j'habitais à Hull ou à Gatineau, les gens se demandaient, c'est où ça? Fait que je faisais comme beaucoup de monde, disaient, ah, bon, c'est pas loin d'Ottawa. Ouais. Donc, c'était vraiment une région absolument inconnue. C'est pas un mythe, c'est vrai que l'Outaouais n'est absolument pas connu. Et vous êtes rapidement intégré dans la région de l'Outaouais, au point même d'avoir écrit un roman, ou en fait, un livre sur l'histoire de l'Outaouais. Mais si vous permettez, on va faire une petite pause et de l'autre côté, on revient à ce roman-là. Parfait, merci. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Alors, on est de retour à Entretien pour continuer notre rencontre avec Roger Blanchette. Vous avez mentionné rapidement que vous vous êtes retrouvé père monoparental de 3 adolescents. On parle de vers quelle année à peu près? Bien, je suis devenu seul avec les enfants, là, c'est en 85. Il n'était pas adolescent à ce moment-là parce que, tu vois, le plus jeune, mon plus jeune, avait 11 mois. Je n'avais 11 mois, 3 ans puis 6 ans.
Et vous avez obtenu la garde de vos enfants pour, j'imagine, complète. certaines raisons dont Voilà. on va taire les raisons. Mais il reste que 1985, père monoparental, 3 enfants. C'est pas la norme à ce moment-là. Non, à l'époque, c'était... Aujourd'hui, c'est... Bon, plus fréquent, C'est mais... plus fréquent. Mais à l'époque, oui, effectivement, c'était... Je me souviens quand j'allais au parc avec les enfants, j'étais le seul père. Hein. Parce que c'est ça. Non, à l'époque, c'était rare. Oui, c'était même assez spécial. Et vous n'avez jamais eu de voiture? Non, donc, jamais de pour voiture. vous, circuit d'autobus et tout ça, comment ça se passait avec les 3 enfants? C'était... Aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis ça va pas d'allure, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi. La nécessité crée la réaction. Mais je me souviens, entre autres, j'avais mon plus jeune, Alexis. C'était comme ça à Sherbrooke, même quand on est arrivé dans la région aussi. Il faisait des otites à répétition, là, comme souvent des enfants. Puis, des fois, souvent j'étais obligé d'aller à l'urgence la nuit. Même si je savais que c'était une otite, mais il fallait que j'aie des prescriptions, des médicaments, tout ça. Puis, mais là, c'était compliqué. Fait que, fallait que, là, quand Alexis, parce que je dis Alexis parce que généralement, c'était lui, là, quand il était malade, la nuit que je devais aller à l'urgence, là, il fallait que je réveille les 2 autres, OK? Qu'on embarque dans un taxi pour aller à l'urgence. Fait que là, les 2 autres attendaient à l'urgence pour Alexis pour le médecin. Après ça, on revenait à la maison. Fait que ça prenait dans toutes sortes de logistique, disons, pour s'organiser. Donc, évidemment, vous avez travaillé très fort avec les 3 enfants, comme tous les parents font, Bon, oui. père ou mère Père ou mère, monoparentale, ça a pas de c'est la différence, même ça. chose. Mais il y a eu quand même certaines récompenses. Aujourd'hui, vous avez ces 5 petits-enfants qui sont dans votre vie. Oui. Je peux imaginer que ça apporte beaucoup de soulagement ou beaucoup de bonheur d'avoir ces petits-enfants-là. Ah, ben oui, je comprends. Ça, c'est des moments merveilleux. Il y en a une parmi que je garde régulièrement aussi. C'est des moments magiques, ça. En 1998 environ, on vous demande de donner vos cours, mais de donner vos cours à la télévision sur les ondes du canal Vox. Quand on vous a fait cette offre-là, comment vous avez reçu ça, cette proposition-là? Encore une fois, c'est un peu comme mon histoire du cégep tantôt. Ça aussi, c'est qu'en 98, je donnais, bon, j'ai fait ça pendant plusieurs années parce que j'enseignais au cégep, mais je donnais aussi des séries de conférences à la cabane en Boiron, à côté du cégep à Hall, l'association des retraités. Là. Ouais. Parce qu'à Sherbrooke, j'avais participé à la création de l'Université du 3e âge, qui était une des premières au Québec. Là. Fait que quand je suis arrivé dans la région, bon, je donnais les cours à la cabane en Boiron aussi. Puis des séries de conférences. Puis il y avait un monsieur, peut-être que vous connaissez, que les gens connaissent peut-être, qui est décédé maintenant, mais Antoine Grégoire, qui a été président, si je me souviens bien, de la CIO, de la STO, en tout cas dans les années 80. Là. Donc, en tout cas, qui était à la retraite, qui suivait mes cours à cabane en Boiron. Puis, qui est un monsieur très sympathique, on avait bien du plaisir ensemble. Puis, à un moment donné, à la fin d'une de mes conférences, on était en mai, il me dit, il m'a envoyé ça, moi j'ai pris ça pour une blague. Il dit, hey, tu devrais donner des cours à télé, ça serait intéressant. Fait que moi, je suis parti à rire, puis genre, on se connaissait bien, on se taquinait. Fait que j'ai dit, ben écoute, négocie-moi ça, là, puis je vais y aller. Pour moi, c'était une blague, j'ai oublié ça complètement. Mais fin juillet, début août, j'ai reçu un téléphone de Vox à Hall. Pierre Ladreille, que je connais. Ben, non, c'est pas Pierre, c'est André Lemay, je pense. André Lemay, oui. C'est ça qui m'appelle. Puis c'est ça qui me dit, bon, monsieur Grégoire m'a parlé de ça, on ferait une émission. Là aussi, je me dis, je dis, ben écoute, on va le faire. Parce que moi, dans ma tête, tu sais, je me suis dit, bon, un cours d'histoire magistral à télé communautaire, hein, il n'y a personne qui va écouter ça de toute façon, fait que si j'ai l'air fou, ça paraîtra pas. Mais surprise! Mais surprise, c'est pas ça qui est arrivé. Exactement. Du tout. C'est pas ça qui est arrivé du tout. C'est l'émission, et les gens m'en parlent encore. Là. Même à Vox, ils n'en revenaient pas. C'est ce qu'ils me disaient, c'est probablement une des plus grosses cotes d'écoute qu'ils ont jamais eues. J'en revenais vraiment pas, puis les gens m'en parlent encore. Oui, justement, les gens vous en parlent encore parce qu'à partir de ce moment-là, vous êtes devenu une personnalité publique. On vous sort du cégep Ouais, de votre petite classe à une trentaine d'étudiants et vous enseignez là, à beaucoup de gens. De devenir personnalité publique, comment vous avez vécu ça? Parce que par la suite, les émissions se sont enchaînées. On vous a vu avec Françoise Boivin, on vous a vu avec Roch Cholec pour analyser l'actualité. Comment vous avez vécu ça au jour le jour, cette... Bien, c'est spécial, hein? Bien, vous le savez aussi avec moi, tu es dans ce domaine-là. On dirait que quand les gens nous voient à la télévision, c'est comme si on fait partie de leur famille. Ouais. Fait que c'est vraiment spécial parce que... Mais en même temps, c'est pas désagréable. Il faut que je sois honnête, les gens sont vraiment très corrects la plupart du temps. Mais je deviens comme... Je me souviens, à un moment donné, je me promenais, je m'en prenne aux promenades à Gatineau, par exemple.
dans les allées, puis là, j'entends quelqu'un crier « Roger ». Je ne connais pas du tout, là. Mais pour lui, j'étais son chum. Il me voyait à la télé, là. Ou c'est ça, des fois dans l'autobus, les gens viennent me jaser, au restaurant, tu prends un café. Les gens sont très familiers, mais corrects. Fait que, oui, mais à un moment donné aussi, ce qui arrive, c'est qu'on est tellement habitués, c'est une anecdote à propos de ça. Tu sais, on est habitués, ça nous arrive, les gens nous saluent, puis on les connaît pas nécessairement, mais on se dit, eux autres, ils nous connaissent, ils nous ont vus, c'est ça, fait qu'on répond salut, tout ça. Puis à un moment donné, justement, moi, j'étais promenade à Gatineau, puis dans le temps des fêtes, il y avait beaucoup de monde. Puis j'ai ce réflexe-là, quelqu'un me dit salut, je réponds salut, tout simplement. Fait que là, il y a une femme qui passe à côté de moi, puis elle me dit salut, puis encore là, je réponds salut, puis je continue mon chemin. Là, j'entends crier, elle dit hey, Blanchette, c'était ma belle-sœur. Je n'avais même pas reconnu, j'étais tellement habitué de dire salut automatiquement, je n'avais même pas remarqué que c'était ma belle-sœur. On vous a vu souvent quand vous animez l'actualité, c'est-à-dire quand vous parlez d'actualité à la télé, un petit peu partout. Vous n'y allez pas par quatre chemins pour dire votre opinion. On dit que vous êtes le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Pour vous, l'injustice, c'est pas quelque chose que vous acceptez. C'est inacceptable pour vous. Ah, c'est carrément inacceptable. Pour moi, là, toute forme d'injustice, je la vis personnellement. Là. Je la vis personnellement. C'est vraiment, je peux pas supporter ça. Ah non, c'est quelque chose qui me... Je peux pas rester indifférent. C'est absolument impossible. Avez-vous l'impression que la place, ou en fait, le micro qu'on vous a donné ou l'écran de télé qu'on vous a donné, avez-vous l'impression que vous pouvez faire avancer un petit peu la société, en fait, faire évoluer comment les gens pensent par rapport aux politiques, pas nécessairement à la politique, mais aux politiques? Pensez-vous qu'on a un certain pouvoir comme moi, je pense qu'on a un très grand pouvoir, puis même comme professeur, comme conférencier aussi, je donne souvent des conférences, puis la télé, ça donne encore plus de place. Mais je pense qu'on a une responsabilité aussi. Je pense que c'est un privilège. Avoir un micro, avoir un auditoire, c'est un privilège. Mais il y a une responsabilité qui va avec ça aussi. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Oui, on peut émettre des opinions, on peut défendre ses idées, et c'est important qu'on le fasse, parce que, comme de tantôt, ça aide les gens justement à réfléchir, puis à prendre conscience souvent, puis ça, on a cette responsabilité-là, mais on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Depuis 35 ans que vous êtes dans les salles de classe, est-ce que vous avez vu une certaine évolution au sein de la population étudiante, si on veut? Ça, m'a fait poser la question souvent parce que, comme souvent, mes étudiants, ils ont toujours le même âge. Hein. Moi, je vieillis, mais mes étudiants, ils ont toujours le même âge depuis que j'enseigne. Évolution, je ne sais pas. Changement, oui. Moi, je te dirais que les étudiants, là, une génération, ça dure 5 ans à peu près. À tous les 5 ans, on sent un changement. Puis là, c'est à nous autres, comme profs, à s'adapter. Hein. Ça ne donne rien de dire « Ah, les étudiants, c'est ça, c'est la note, dire les étudiants étaient meilleurs ou étaient plus fins dans le temps. C'est pas vrai, ça. Ils sont différents. Puis il y a des... par exemple, aujourd'hui, là, on a toutes les profs, on a le même casse-tête, c'est leur fameux téléphone. OK? Bien, ça n'existait pas il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, ça. Il faut dealer avec ça. Ils ont, je sais pas, ils ont des valeurs différentes, des choses qui les touchaient il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est autre chose. Tu sais, tant qu'on dit que les jeunes sont apolitiques, c'est pas vrai. Ils ne sont pas apolitiques, mais leur engagement est différent. Ils ne s'engagent pas de la même façon, puis ils ne s'engagent pas pour les mêmes causes. On l'a vécu d'ailleurs en 2012. En 2012, on l'a vu, justement, exactement, c'est ça. Fait que non, c'est pas vrai qu'ils sont apolitiques. Mais c'est à nous autres aussi de s'adapter, puis d'être capable de les intéresser, d'être capable d'aller les chercher. On a parlé rapidement avant la fin de la première partie, on a parlé de de l'Outaouais, l'histoire de l'Outaouais. Vous avez écrit un roman. J'ai toujours un roman, mais ce n'est pas du tout un roman. Là. Vous avez écrit un livre sur l'histoire de l'Outaouais. Vous avez aussi participé, entre autres, là, à l'émission qu'on a préparée, La longue saga de Buckingham. Quand vous regardez ce qui caractérise l'histoire de l'Outaouais, qu'est-ce qui vous vient rapidement en tête? Bien, la richesse de son histoire, premièrement. Parce que, comme on disait tantôt, moi, le premier, quand je suis arrivé dans la région, je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas l'Outaouais, je connaissais encore moins son histoire. OK? Mais, pour un concours de circonstances, bon, je suis historien, oui, mais j'ai été amené à m'intéresser particulièrement à l'histoire de l'Outaouais. Puis j'ai appris énormément. Puis la richesse de l'histoire de l'Outaouais est énorme. Par exemple, quand on pense au niveau d'une histoire sociale,
sais, l'Outaouais était vraiment le creuset là, des premiers grands mouvements ouvriers, des premiers grands mouvements syndicaux. C'est le premier syndicat féminin au Québec qui a été créé en Outaouais. La culture, par exemple, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a oublié, en tout cas que peu de gens connaissent, mais quand on parle de la culture traditionnelle québécoise, là, okay, la culture traditionnelle québécoise est née en Outaouais. Et c'est à partir de l'Outaouais qu'elle a rayonné sur le reste du Québec. On oublie ça, là. Les chantiers, là, l'espèce de syncrétisme culturel qui s'est fait entre Canadiens français, Irlandais, Écossais, Autochtones. Puis comme les Canadiens français n'avaient pas le droit d'habiter, de s'installer définitivement dans la région, bien, ils passaient l'hiver dans les chantiers, ils retournaient chez eux, dans leur village de la vallée du Saint-Laurent au printemps, et ils ramenaient toute cette culture-là qui s'était développée dans les chantiers, les légendes, les chansons, tout ça. La gigue, le quadrille, c'est irlandais, ça, c'est tout ça qui s'est développé. Donc, il y a une richesse absolument énorme. Quand on parle justement de l'Outaouais, qui est juste à côté d'Ottawa, donc de l'Ontario, est-ce que cette proximité-là, selon Roger Blanchette, l'historien, c'est un plus ou c'est un moins? Ah, ça, c'est un gros débat aussi. C'est sûr que c'est un incontournable. On ne peut pas faire autrement. C'est un plus, oui. Bon, ne serait-ce que comme employeur, par actuellement, malgré que ça crée une dépendance économique, mais en tout cas, ne serait-ce que comme employeur, oui, c'est un plus. Au niveau des institutions, surtout, je dirais, au 19e siècle, au début du 20e siècle, étant donné la pauvreté des institutions, que ce soit en éducation, quoi que ce soit qu'il y avait du côté québécois, le fait que ce soit la capitale de l'autre bord, bon, ça a permis d'avoir accès à ça. Fait que oui, ça a été une richesse d'une certaine façon, mais ça crée aussi, ça a un aspect négatif. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Par exemple, ça fait en sorte que une bonne partie de la population de l'Outaouais, là, je me ferai peut-être pas d'amis en disant ça, mais on a l'impression qu'ils souffrent de schizophrénie culturelle. Dans le sens que, comme la majorité travaille à Ottawa, puis qu'on ne se cachera pas, travailler à Ottawa, ça veut dire presque automatiquement travailler en anglais. Là, voilà, oui. Donc, c'est ça. Donc, le travail, on revient du côté du Québec, donc la vie plus familiale, bon, ça passe plus en français. Souvent, on connaît plus la culture anglophone que la culture francophone. Par exemple, il y a plus... La majorité des francophones de l'Outaouais lisent des journaux anglophones, OK, plutôt que des journaux francophones. Écoutent la télé anglophone plutôt que la télé francophone. Donc, il y a toute cette dynamique-là qui est particulière, qu'on réalise peut-être pas quand on n'est jamais sorti de l'Outaouais. Ouais. Mais quand tu arrives de l'extérieur, puis tu arrives en Outaouais, honnêtement, puis ça, je ne suis pas le seul à le dire, tous les gens que je connais disent la même chose, tu as vraiment un choc culturel. Un choc culturel, tout à fait. Un choc culturel quand tu arrives en Outaouais. Voilà. Bien, écoutez, Roger Blanchette, c'est tout le temps dont on disposait. Merci infiniment d'être venu nous rencontrer. On va vous souhaiter bonne continuité de carrière. Il vous reste, j'imagine, encore quelques années à enseigner. Je compte pas, mais voilà. Encore quelques années sûrement, oui. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Entretien.